Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, en cette période de Saint-Valentin, on a décidé de vous parler de la libido, ce terme qui est utilisé pour décrire l'envie ou le désir sexuel d'une personne. Comme vous le savez, elle peut être élevée ou parfois faible et ça peut fluctuer au fil du temps. Alors, ça peut varier également en fonction de nombreux facteurs tels que l'humeur, la santé, les relations, le stress et les influences hormonales. Et c'est d'ailleurs pour ce dernier point que j'ai le plaisir de recevoir ce soir le docteur Stéphane Résimon. Salut Stéphane et salut Amine. Salut, salut. Bonsoir à tous les deux. Alors Alors, Steph, est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue sur la libido au niveau hormonal? ok. Alors, je vais laisser la parole rapidement à Amine. Disons que j'aimerais quand même préciser certaines choses vues par un praticien, entre guillemets, hormonologue tel que moi. Alors, quand j'ai des patients ou patientes qui viennent en consultation avec comme motif principal ou accessoire baisse de libido, il faut quand même Mhm, avoir l'idée, enfin, avoir la présence d'esprit de leur demander si c'est avec tous les partenaires. Alors, mhm. ça a l'air humoristique, mais dès que je connais un peu mon patient ou ma patiente, j'ose poser cette question. Est-ce que c'est avec tout le monde que cette libido n'est pas présente? Parfois, il y a des couples, je veux dire, un peu vieillis, des relations qui sont plus très bonnes, et donc, vouloir faire renaître une libido quand l'envie de son partenaire n'est plus là, est un peu, c'est même illusoire. Et bon, une fois ce point cardinal géré ou exclu, Mhm. euh, la, la dopamine cérébrale est un neurotransmetteur qui joue énormément sur la libido. Je rappelle, la dopamine cérébrale provient, tout comme les hormones thyroïdiennes, de la tyrosine, un acide aminé. Et pour la synthèse de la dopamine, donc c'est la joie de vivre, libido, mémoire, concentration, motivation, eh bien, ça vient des protéines du matin. Donc si déjà le Mhm. patient mange un bol d'avoine, des kélox, une tartine choco ou rien qu'un café le matin, les chances que cette libido soit bonne sont quasi nulles. Pas toujours. J'ai des patients qui ne mangent pas de protéines le matin et qui sont bien, mais c'est rarissime. Maintenant, également le fait que la tyrosine pour la dopamine a besoin de cofacteurs. Donc, c'est la micronutrition, c'est la vitamine D, c'est le zinc, c'est le fer, B9, B12, les omégas, la bonne flore intestinale, puisqu'on sait que la dopamine est générée en grande partie dans l'intestin. Donc, ça, c'est le travail du thérapeute nutritionniste, Mhm. donc nutrition, micronutrition. Et alors, on commence à aborder l'aspect hormonal. Mais il faut savoir que c'est un amont, tant chez l'homme que chez la femme. La principale hormone de la libido, et même plus chez la femme que chez l'homme, c'est la testostérone. Alors tu vas me dire, Cédric, mais madame n'a pas seulement de testicules. Eh ben, il ne faut pas en avoir pour avoir la testo, il faut simplement avoir des œstrogènes et, Mhm. pardon, des précurseurs de la testostérone qui sont chez la femme la DHA, la prégnénolone. Oui. Et donc, on doit avoir des dosages sanguins. On doit aussi voir ce que ces ovaires à cette dame peuvent encore sécréter. Sinon, si la dame a 45-50 ans avec une préménopause, ménopause non prise en charge, les chances que sa libido soit bonne ne sont pas nulles, mais il faut diminuer. Chez l'homme, même chose. On a intérêt à connaître l'âge des testicules de monsieur, hein, des Mhm. vieux testicules même qu'une prière au bon Dieu à toute autre euh, personne ne va pas, ne sera pas Améliorer les capable. choses, ouais. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les taux hormonaux des œstrogènes chez la femme, la testostérone chez la femme et chez l'homme Mhm. sont capitaux. Et chez la femme, les œstrogènes, la testo dépend du taux de DHEA. Et disons, enzymatiquement, on n'a pas tous le même bagage à la naissance. Donc, certaines personnes continueront tardivement dans la vie à faire suffisamment d'hormones et d'autres beaucoup moins. Et donc, d'où l'intérêt des dosages sanguins et d'optimisation hormonale. Également, on a la thyroïde, assez étonnamment, joue sur la libido. Comment? Parce que la T3 thyroïdienne est nécessaire dans les mitochondries pour générer les hormones stéroïdes. Donc, les mitochondries produisent l'énergie, mais également les mitochondries des surrénales, des ovaires, Mhm. etc., et des testicules génèrent la synthèse à partir du cholestérol, ce très bon cholestérol. Et toutes les hormones stéroïdes proviennent de là via la prégnénolone, qui est un intermédiaire. Et donc de nouveau, le potentiel enzymatique donc dépend de sa génétique et est très différent d'une personne à l'autre. Et alors également, une hormone qu'on oublie, c'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine est une hormone qui ne sert pas qu'à allaiter, à faire des contractions permettant l'accouchement, mais l'ocytocine
un certain temps chez l'homme que chez la femme pour avoir une bonne libido. Et l'ocytocine, comment est-ce qu'on la stimule le mieux? Ben, par des bisous, par le fait de faire l'amour, par le fait d'avoir de la joie, etc. J'ai fait un petit tour rapide. Alors, il faut savoir également que toutes ces hormones dont j'ai parlé, les androgènes, la testo, les œstrogènes, etc., également, on peut les améliorer euh, en phyto. Donc, il y a des Mhm. plantes qui ont des effets œstrogènes-like, progestérone-like, testostérone-like, etc. Et donc, ce n'est pas nécessairement des traitements hormonaux qu'on doit prescrire. La phyto marche pas mal. Et à cette occasion, je signale que on vient de bosser quand même des mois et des mois et des mois pour concrétiser une gamme phytohormonaux, Mhm. femmes et hommes. Et c'est un travail de longue haleine qu'on a fait ici en interne avec Amine, avec Valérie Abran et d'autres spécialistes de la phyto. Et la gamme, elle sort incessamment sous peu. Voilà, Donc, voilà. incessamment sous peu, ça veut dire d'ici un mois ou deux, hein, pour ceux qui vont me poser la Voilà. question après. Donc voilà. Moi, j'avais quand même une question parce que ce matin, j'ai fait un article sur l'ocytocine et une Oui. des questions qui vient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut soit créer de l'ocytocine ou booster l'ocytocine chez l'humain. Eh bien, je t'ai envoyé tout à l'heure des photos, des Oui. diapos d'un cours que je vais donner à Paris bientôt Mhm. pour des faits d'information, donc c'est un cours d'hormonaux. Et j'ai mis tous les boosters de l'ocytocine sur une diapo. Ben, il faut savoir que, par exemple, chez un homme, bien pour que l'ocytocine augmente, il faut un bisou très, très profond, qu'on appelle un patin avec la langue. Alors que Mhm. chez la femme, un petit bisou sur la joue suffit. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, donc des manières naturelles aussi. Et on sait pourtant aussi qu'il existe l'ocytocine, parce que tu en parlais justement dans les slides que tu m'as envoyés, pharmaceutiques. Oui, alors maintenant, il y a des personnes qui, congénitalement, font trop peu d'ocytocine. Ce sont les gosses qui ne veulent pas téter à la naissance. Ce Mhm. sont des enfants, ados qui sont aspergés. Il faut savoir que l'asperger est une pathologie du spectre autistique qui n'a rien à voir avec les autistes profonds. C'est vraiment un défaut d'ocytocine. Et ce qui est spectaculaire, c'est que ces gosses-là, ces ados, tu leur donnes l'ocytocine en spray nasal et on les voit en quelques semaines complètement changer, Mhm. redevenir entre guillemets normaux, se resocialiser, reprendre du plaisir à communiquer avec leurs copains, copines. Et c'est parfois très spectaculaire. Alors que si on ne pense pas à ça, on les psychiatrise Mhm. en tant qu'autiste, ce qui est catastrophique. Merci pour ces petites précisions. Je pense que toi, tu dois retourner. Tu as encore du trajet, hein, de là où Oui, tu es. exactement. Je Alors, vous laisse. merci d'être intervenu ce soir et de nous avoir donné l'opportunité de te voir, de t'entendre. Il y avait longtemps. Et tu insères bien les photos que je t'ai envoyées, hein, tu vas voir, c'est Oui, sympa. ce sera sur mon profil Facebook avec plaisir pour ceux qui nous suivent en direct, vous le verrez Au revoir tout le tout à monde. fait. Allez, salut, salut. Et je reprends la main avec Amine. Voilà. Alors, Amine, est-ce que tu peux nous parler des cibles métaboliques qui vont permettre d'améliorer la libido? On en a parlé de quelques-unes avec Stéphane. Est-ce que tu as des compléments d'information, toi, là-dessus? Oui, donc bon, déjà merci pour Steph pour cette présentation donc qui a résumé pas mal de choses très Qui, intéressantes. pour que les gens soient au courant, c'est décidé il y a à peu près 45 minutes. Enfin, les choses se sont dessinées il y a Oui, 45 minutes. Donc voilà, comme en quoi catastrophe. Oui, on réagit en dernière minute. Et c'est parfait comme exactement. ça. C'est ce qu'on fait le plus souvent d'ailleurs. Oui. Et donc sur tout ce qui est cible, donc bon, Steph a cité pas mal de cibles. Donc il y a en gros les cibles hormonales. Alors tout ça, Mhm. c'est pas séparé, hein. Donc là, pour présenter juste les choses, on essaie de catégoriser, mais en réalité, tout est lié. Donc il y a les cibles hormonales, les cibles des neurotransmetteurs, et puis il y a aussi les cibles micronutritionnelles également, Mhm. et puis il y a aussi des cibles, on va dire, un peu pléotropes, parce que enfin, c'est des cibles qu'on a, par exemple, avec des plantes aphrodisiaques, où Oui. là, on a un tas de principes actifs qui agissent sur un tas d'autres cibles, certaines qu'on comprend bien, d'autres qu'on comprend pas toujours très bien. Et donc, au niveau des cibles hormonales, bon, il y a déjà, bon, je pense que Steph a bien résumé les choses. Donc, il y a la testostérone pour l'homme et pour la femme. Mhm. Et puis, il y a également les œstrogènes
pour la femme. Donc les oestrogènes, quand c'est trop bas chez la femme, donc ça donne aussi une baisse de libido. Mis à part ça, donc il y a aussi le cortisol, donc les surrénales, et puis également la thyroïde, la T3. Donc Steph avait précisé déjà que donc la T3 permet de synthétiser au niveau des mitochondries, des surrénales et des ovaires, des testicules, etc., de synthétiser les hormones sexuelles. Mais donc la T3 permet aussi la production d'énergie. La T3 aussi permet de synthétiser ou d'améliorer la synthèse aussi d'un certain nombre de neurotransmetteurs. On a parlé donc du groupe des neurotransmetteurs comme la dopamine, comme l'ocytocine. Donc là, on a en fait une voie dans le cerveau, notamment dans l'hypothalamus, même dans la moelle, dans la moelle épinière, dans des noyaux gris centraux, au niveau paracérébral. On a une voie qui s'appelle dopamine-ocytocine oxynitrique, qui fonctionne à la fois chez l'homme et chez la femme. Donc chez la femme, ça stimule, on va dire, le désir sexuel de façon psychologique, psychique. Et chez l'homme, ça fait autre chose. Ça produit de l'érection. Donc, on peut dire du désir sexuel physique. Ouais. Et là, on comprend bien un petit peu ces choses-là qu'on voit empiriquement. Donc, chez l'homme, le désir sexuel est plus physique. Alors, on ne dit pas que c'est uniquement ça. Et chez la femme, c'est un peu plus psychique ou émotionnel. Et donc ça, c'est dû justement à cette voie, donc dopamine, ocytocine, oxynitrique. L'oxynitrique est extrêmement important. Ici, on peut le considérer comme un neurotransmetteur, en fait, parce que il s'agit réellement, quand il est dans le cerveau, d'un neurotransmetteur. Ça fait partie des quelques dizaines de neurotransmetteurs qu'on a. Donc, mis à part ça, donc, on a aussi des micronutriments. Donc, Steph avait cité quelques-uns. On a, entre autres, le zinc, par exemple, les oméga 3, les oméga 6, mais dans le cas d'un déficit en œstrogène, par exemple, la L-carnitine, la coenzyme Q10, la carnosine, les vitamines du groupe B, la tyrosine et d'autres. Donc ça, c'est globalement, on va dire, c'est les différents neurotransmetteurs. Et puis, il y a aussi, comme je le disais, un ensemble de plantes qui sont des plantes qu'on appelle des plantes aphrodisiaques, qui sont aussi en général des plantes adaptogènes aussi, qui vont avoir des effets pléotropes, agir sur différentes cibles pour donner un effet aphrodisiaque qu'on connaît de ces plantes. Donc ça n'agit pas que sur, si par exemple on parle de tyrosine, bon bah ça va agir sur la synthèse de la T3 et sur la synthèse de la dopamine. Mais si on parle d'une plante, là on n'a que deux cibles. Si on parle d'une plante aphrodisiaque, ça va peut-être agir sur une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de cibles. C'est pour ça que l'effet est beaucoup plus marqué. Donc voilà en résumé par rapport aux cibles. Et Stéphane nous a parlé beaucoup d'hormones, hein. Je t'ai vu très assidu à son écoute. Est-ce que tu as des points ou des choses que tu pourrais rajouter là-dessus par rapport aux hormones? Oui, par rapport aux hormones, donc c'est en termes de, on va dire, de moyens pour améliorer la synthèse de certaines hormones. Donc, par exemple, pour la testostérone, donc on a le zinc qui est très important. Le zinc ralentit, mais pas très fortement, mais ralentit un petit peu, on va dire modérément, l'aromatase et la 5-alpha-réductase. Donc, que sont en fait des hormones qui vont dégrader, des enzymes qui vont dégrader la testostérone, donc l'aromatase en œstradiol et la 5-alpha-réductase en 5 en 5-HTP, en 5 en DHT. Autant pour moi, le 5-HTP c'est pour autre chose, c'est pour la sérotonine. Et donc le fait de ralentir ces différentes enzymes permet d'améliorer le taux de testostérone.
Donc ça, c'est d'une part. Et puis, il y a aussi des terpènes ou des alcaloïdes qui permettent également d'augmenter le taux de testostérone, soit par les mêmes effets, donc soit sur la 5-alpha-réductase pour diminuer la DHT, soit sur l'aromatase pour diminuer l'œstradiol, soit en augmentant aussi les précurseurs dont Steph avait parlé, donc la DHEA, entre autres, et la prégnénolone. Et donc, parmi ces plantes, on a par exemple le maca, dont on avait parlé une fois, et la shilajit aussi, Ouais. qui ont des effets aussi sur l'augmentation de la testostérone. Mis à part ça, donc pour tout ce qui est œstrogène, alors là, il y a aussi un tas de plantes qui permettent et qui ont un effet œstrogène-like qu'on utilise lorsqu'il y a un déficit en œstrogène. Comme on l'a dit, un déficit en œstrogène, parmi les problématiques qu'il entraîne, c'est la baisse de libido. Donc, on a entre autres le kudzu, dont on avait parlé aussi il y a un certain temps. Et puis, il y a d'autres plantes aussi. Hein. Il y a notamment donc la sauge, par exemple. Puis, il y a certaines graines, également les graines de lin. Les graines, en général, sont œstrogène-like. Et puis, également, mis à part ça, concernant la thyroïde, et donc la T3 qui est l'hormone bioactive. Donc là aussi, on a un certain nombre de cofacteurs aussi. Donc il y a le précurseur principal qui est la tyrosine, hein, qu'on trouve dans ce qu'on appelle les thyroglobulines, qui sont en fait des protéines. Et c'est pour ça que Steph a recommandé tout à l'heure la prise de protéines le matin. Et donc ça c'est important. Et puis également il y a donc toute la vitamine A, les oméga 3, le zinc, le magnésium, l'iode qui est un constituant des hormones thyroïdiennes et donc tout le reste aussi, sélénium, etc. Donc ça c'est des cofacteurs, on va dire, pour améliorer la voie de production de la T3 et de signalisation de la T3. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis, tout ce qu'on a expliqué ici par rapport aux vitamines du groupe B, par rapport au zinc, par rapport au magnésium, par rapport à tout un tas de choses, le coenzyme Q10, la L-carnitine, tout ça va aussi améliorer le fonctionnement également des surrénales. Pour le cortisol, pour la production des hormones sexuelles. Donc ça, c'est, on va dire, globalement, ce qu'on peut faire par rapport aux hormones. Alors, comme tu l'as précisé, et je le reprécise, on avait fait des vidéos sur le maca, sur le shilajit, sur le kudzu. On a fait quand même pas mal de vidéos depuis qu'on a commencé, donc n'hésitez pas à aller sur la page Science et Nutrition. Vous avez pléthore de vidéos. Et je l'avais dit la fois dernière, hein, j'aime bien sortir de temps en temps un mot du dictionnaire et de le mettre. Aujourd'hui, c'était pléthore. Et est-ce que tu peux nous rappeler simplement les sources de zinc? Dans quoi est-ce qu'on peut retrouver le zinc? Oui, donc pour la libido, le zinc est extrêmement important et pour la fertilité aussi. Donc on le retrouve à la fois dans les aliments d'origine animale, dans les aliments d'origine végétale. Les aliments d'origine animale, c'est principalement les viandes, les poissons. Sinon, on le retrouve aussi dans les céréales. Il existe aussi des céréales enrichies en zinc aussi, qui contiennent encore plus de zinc. On le trouve aussi dans tout ce qui est noix. Donc noix de cajot, noisettes, les amandes aussi, donc etc. Les noix pourraient contenir aussi une certaine quantité d'oméga 3 précurseurs, même si c'est pas aussi efficace que ce qu'on trouve dans le poisson, par exemple. Mais bon, c'est de l'acide alpha-linolénique. Quoi d'autre aussi? Les graines de citrouille, les graines de tournesol, de colza, que tout ça contient aussi du zinc. Les cacahuètes également, les arachides en général contiennent beaucoup de zinc. Donc, les huîtres. globalement, on trouve. Les huîtres aussi, oui, contiennent une certaine quantité de zinc. Oui, ça fait partie des sources alimentaires, des sources alimentaires d'origine animale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des neurotransmetteurs pour améliorer le niveau de libido, justement? Au niveau des neurotransmetteurs, alors il y a la dopamine,
Mhm. Et pour la dopamine, donc on a la tyrosine, la L-tyrosine, ou alors on a aussi une alternative, le mucunapruliens, Ouais. qui est titré en L-dopa. Bon, ça contient une bonne quantité de L-dopa. Sinon, il y a les cofacteurs. Je me permets juste, Oui, pour ceux qui chercheraient du mucunapruliens, chez Nutrilogix, il est sous le nom de Dopactive. oui, c'est ça. Voilà, fin de Et, la parenthèse. Je laisse oui, continuer. et donc là, tu as les vitamines du groupe B, Oui. B2, B6, B9, B12, donc comme cofacteurs pour convertir la tyrosine et la L-dopa en dopamine. Mhm. Ok. Alors, il y a des cofacteurs aussi indirects. Là, c'est les cofacteurs directs, on va dire, mais il y a des cofacteurs aussi indirects comme le magnésium, le fer, etc. Bon, la vitamine D aussi intervient là-dedans également. Et sinon, donc ça, c'est la dopamine. Comme on a dit, on a ce système dopamine-ocytocine oxynitrique qui est extrêmement important à la fois pour la femme et pour l'homme. Mhm. Et donc, mis à part ça, on a aussi le GABA, la Mhm. sérotonine et la mélatonine. Parce qu'en fait, il faut comprendre bien une chose par rapport à la libido et donc les neurotransmetteurs qui régulent la libido. On a deux groupes de neurotransmetteurs, comme vous le savez, donc les excitateurs, donc système sympathique, Mhm. les inhibiteurs, système parasympathique. Et donc, la libido, le désir sexuel, utilise, au moment du désir sexuel, on utilise beaucoup plus les neurotransmetteurs excitateurs. Donc, tout Mhm. ce qui est aspartate, glutamate, dopamine, tout ça, donc, est utilisé au moment de l'activité sexuelle, de l'acte sexuel, pour augmenter la libido. Maintenant, plus tard, après, on va dire entre parenthèses, euh, au cours de la période de récupération, juste Mhm. après, on va utiliser plutôt les neurotransmetteurs inhibiteurs. Et là, il ne faut pas croire que les neurotransmetteurs inhibiteurs n'ont aucun rôle, voire un rôle contraire à la libido. C'est un rôle complémentaire, en fait. Et comme on utilise aussi beaucoup ces neurotransmetteurs inhibiteurs en post-activité sexuelle, donc il est très important d'avoir suffisamment de GABA, de sérotonine et de Mhm. mélatonine. Donc, et parfois, il y a des déficits, là, en GABA, par exemple, en mélatonine, en sérotonine, qui diminuent justement la libido. Parce que juste avant ou au début de l'activité, on a la Mhm. libido qui augmente et donc les neurotransmetteurs excitateurs qui augmentent, mais cette augmentation des neurotransmetteurs excitateurs est dépendante du niveau des neurotransmetteurs inhibiteurs. Mhm. Si les neurotransmetteurs inhibiteurs sont bas, l'augmentation des neurotransmetteurs excitateurs sera basse aussi, et donc la libido sera moindre. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un schéma complémentaire. Ça reste toujours en équilibre, que l'équilibre soit haut ou que l'équilibre soit bas. C'est bien ça? Exactement, tout à Ouais. fait, exact. Et donc là aussi, alors ils n'ont pas le rôle aussi direct et aussi important que les neurotransmetteurs excitateurs, mais s'ils sont trop bas, ben, ça ne va pas fonctionner non plus. Mhm. Et donc là, pour le GABA, bon, il y a déjà le GABA en tant que tel, et on a Mhm. parlé de ça déjà, on a fait déjà une vidéo là-dessus. Mhm. La sérotonine et la mélatonine, pareil, on a pour la sérotonine 5-HTP dont j'avais parlé tout à l'heure, euh, avec la griffonia notamment, et les cofacteurs B6, Mhm. oméga 3, vitamine D, etc. Et puis à la mélatonine aussi. Bon, en général, il n'y a pas de problème quand on a suffisamment de sérotonine, on a suffisamment de mélatonine, sauf s'il y a un problème d'acétylation, un problème de méthylation. Mhm. Méthylation se fait entre autres par les vitamines du groupe B. Donc ça aussi, il faut voir. Donc si c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, l'œstrogène bas chez la femme, qui lorsqu'il est trop bas, produit aussi des problèmes de libido. Là aussi, il faut voir et surveiller si c'est pas trop bas pour avoir une bonne libido. Sinon, mis à part ça, il y a aussi ce que je disais juste avant, l'oxynitrique, Mhm. et qui est très important. Alors, l'oxynitrique, ici, on peut en parler de deux façons. Donc, l'oxynitrique neurotransmetteur, c'est-à-dire cérébral, qui participe dans cette voie dopamine-ocytocine oxynitrique dont j'avais parlé avant, et Mhm. l'oxynitrique aussi périphérique, ok, où là, c'est un médiateur chimique.
Entre autres, parmi ces effets, c'est entre autres la vasodilatation, mais pas que. Il y a aussi donc la régénération, les processus de régénération tissulaire, surtout des tissus épithéliaux et mésenchymateux. L'oxynitrique intervient aux côtés notamment des polyamines aliphatiques. Bon. Donc cet oxynitrique est extrêmement important pour la libido, à la fois pour la femme ou pour l'homme. Et pour avoir cet oxynitrique, on a deux grands précurseurs. On a l'arginine, qui est en fait le précurseur immédiat de l'oxynitrique, et on a aussi les nitrates. Ces nitrates qu'on trouve entre autres dans un certain nombre d'aliments d'origine végétale. Donc ce sont les deux grands précurseurs. L'arginine se convertit dans les reins, entre autres, principalement, on va dire, en oxynitrique en donnant de la citrulline et de l'oxynitrique. Et les nitrates se convertissent globalement dans le microbiote en oxynitrique. Et ces nitrates, tu les retrouves, est-ce qu'on les retrouve dans les aliments? Oui, on peut les retrouver dans quoi? retrouve ces nitrates dans des aliments, comme je disais, des végétaux, entre autres. Donc des betteraves, par exemple, des épinards, également tout ce qui est cresson, céleri, laitue, radis, crucifères. Donc c'est ce type d'aliments. On trouve beaucoup de nitrates, c'est des excellentes sources de nitrates. Et donc ces nitrates-là se convertissent souvent dans le microbiote intestinal. Alors on a une petite capacité de conversion des nitrates en oxynitrique, mais très peu comparé à ce que fait le microbiote. Et parfois même les espèces bactériennes là, qui convertissent ces nitrates en oxynitrique dans l'intestin, parfois même on peut les retrouver dans la bouche et aussi dans la cavité buccale. Ce qui n'est pas courant, sauf chez les patients qui peuvent avoir une dysbiose buccale. Les patients atteints de plusieurs caries dentaires ou des problèmes de parodontite, parodontose, ce genre de problématiques. Là, on peut avoir une conversion trop rapide et trop forte de ces nitrates en oxynitrique, ce qui s'absorbe en sublingual. L'oxynitrique s'absorbe en sublingual et à ce moment-là, ça c'est autre chose, mais ça produit des maux de tête en général, parce que on a une absorption massive de l'oxynitrique qui est très proche du cerveau, et ça crée une vasodilatation au niveau cérébral et ça crée ces maux de tête. Bon, ça c'est accessoire, mais globalement, les nitrates, on en a besoin pour obtenir donc une certaine quantité d'oxynitrique, bien sûr. Nitrate à ne pas confondre avec nitrite. Nitrites qui sont cancérogènes. Voilà. Donc ça, c'est globalement par rapport aux neurotransmetteurs. Alors, j'ai encore une question. Tu nous parles d'arginine. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quoi est-ce qu'on peut trouver de l'arginine? Parce que j'ai fait quelques articles ici sur 2 ou 3 jours sur la libido, sur la santé sexuelle, et l'arginine revient très souvent. Oui. Pour la qualité de l'érection, et donc moi je suis intéressé évidemment pour savoir où je peux trouver cette arginine. Oui, justement, l'arginine, en fait, c'est un acide aminé, ce qu'on appelle, fait partie de ce qu'on appelle les acides aminés du cycle de l'urée, avec l'ornithine et la citrulline. Donc, ce sont 3 acides aminés ici qui font partie du cycle de l'urée. Et donc, cette arginine, on la trouve naturellement, bien sûr, dans les viandes, les poissons, les viandes, les œufs, les sources d'origine animale, on va dire, les fruits de mer, etc. Donc, en gros, les aliments les plus protéinés. Bon, ça se trouve aussi dans les végétaux, dans les graines, etc. Mais c'est en quantité Beaucoup plus beaucoup faible. moindre, en fait. Il faut plus des aliments d'origine animale. Et c'est pour ça qu'en fait, les aliments d'origine animale aussi, il faut pas les négliger dans ce qui concerne la libido. Ça contient l'arginine, c'est une excellente source aussi, comme on a dit, de zinc. Ça contient la L-carnitine aussi, la carnosine aussi. Donc, ça contient un tas de choses qui sont intéressantes. Les poissons contiennent les oméga 3, la vitamine D et un ensemble de choses, la vitamine A, etc., qui sont très importantes aussi pour la libido. Et dernière question, est-ce que tu peux nous parler des plantes aphrodisiaques et nous dire comment est-ce que ça fonctionne?
Oui, alors ce que je disais tout à l'heure par rapport aux plantes aphrodisiaques, en fait, je les ai sorties un petit peu sur une catégorie à part parce que, en fait, elles peuvent se classer dans toutes les cibles, en quelque sorte. Alors, malgré qu'on identifie un certain nombre de cibles par rapport à chacune des plantes, mais en fait, quand on cherche dans la composition de ces plantes, il y a toujours des principes actifs qui agissent sur telle ou telle cible. Donc là, on a par exemple le maca, le gingembre, le ginseng, le ginkgo biloba. J'avais cité aussi le kudzu et d'autres plantes. Il y a aussi une plante qui, dans l'usage ancestral, c'était justement la stimulation physique et la stimulation du désir sexuel, mais qui n'est plus utilisée dans ce sens par rapport au désir sexuel et par rapport à la libido, qui est la rhodiole en fait. Donc, la rhodiole, parmi ses usages principaux en médecine ancestrale, c'est justement la libido, principalement. Donc, toutes ces plantes-là ont des effets adaptogènes qui régulent plus ou moins les différentes hormones dont on avait parlé, qui régulent plus ou moins les différents neurotransmetteurs dont on avait parlé. Et donc, ça crée un effet sur la libido qui est très puissant. C'est dans ce sens-là. Alors, parfois, on prend telle plante, ça marche mieux qu'une autre plante, ce qui est tout à fait normal parce que les régulations au niveau de ces systèmes sont très complexes et il y a peut-être certaines plantes qui vont réguler d'une certaine façon et d'autres plantes qui vont réguler d'une autre façon. Et peut-être que notre besoin de régulation se trouve plus par rapport à telle plante qu'une autre plante. Oui. Voilà. Donc, globalement, on obtient des effets sur le système nerveux, des effets sur les glandes endocrines et des effets sur la production d'énergie. Et donc, c'est dans ce sens-là. On peut citer des exemples par rapport au ginkgo, au ginseng, par exemple, qui stimulent la synthèse des hormones sexuelles, qui en même temps ont un effet aussi au niveau nerveux, notamment au niveau cérébral, notamment sur l'hippocampe, sur l'hypothalamus, pour améliorer notamment la production, entre autres, de dopamine. Voilà, donc il y aurait aussi un certain effet de certaines de ces plantes sur ce que Steph avait expliqué là tout à l'heure, l'ocytocine. Donc l'ocytocine, le magnésium aussi comme cofacteur aussi. Hein. Il s'agit aussi c'est un neurotransmetteur. On peut considérer aussi que c'est une hormone centrale. Donc le magnésium intervient aussi dans la synthèse. Voilà. Donc c'est des effets pléiotropes qui regroupent un ensemble de choses. Maintenant, on intervient alors soit à travers ces plantes aphrodisiaques directement, soit qu'on a identifié des problématiques bien précises, ce qu'on disait avant, donc baisse de dopamine, baisse de tel neurotransmetteur, voilà, testo, etc., problème au niveau du microbiote, etc. Et là, on résout ces problématiques globalement et on peut compléter par des plantes aphrodisiaques. À ce moment-là, ça rééquilibre le tout. Alors, moi, j'ai juste une toute dernière question surprise. Demain, c'est la Saint-Valentin. Si tu dois nous conseiller quelque chose ce soir, à part les huîtres, c'est quoi? À part les huîtres. Effet Moi, je rapide? dirais que, Ah, si tu me dis les huîtres, c'est les huîtres. Hein. Moi, j'ai dit ça comme ça. Mais... je dirais que oui, effet rapide. Bon, il y a les huîtres déjà. Et puis, il y a le chocolat. Chocolat. Très riche en cacao, oui. Oui. Pas le chocolat blanc, mais du Chocolat noir, alors, hein, plutôt. Chocolat noir. Ça, c'est déjà bien. Ne pas trop manger. Ne pas trop manger. Et voilà. Donc, Et se préparer comme un sportif de haut se niveau. préparer et se lancer. Alors, la préparation, normalement, ça aurait dû être fait avant. Hein. C'est pas
c'est pas la veille. Bien qu'il y ait des sportifs de haut niveau qui font ça aussi. Effectivement, ouais, effectivement. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions, pour ce moment partagé. Et je retiens quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais, enfin, on n'en a même pas eu. Mais ce que je vois, c'est que ce qui interpelle le plus certaines personnes, c'est que j'ai un petit cœur rose à côté de moi. Donc voilà, bah, écoutez, ça fait plaisir de voir que vous l'ayez remarqué en tout cas. Je te souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une bonne Saint-Valentin si vous avez l'occasion de la fêter. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Salut Amine. Merci, salut, à la semaine prochaine. Salut.